Merci, bonjour à chacune, chacun. Je suis ravi d'être avec vous et je reconnais plein de visages connus dans les vignettes, donc ravi de vous revoir à cette occasion-là. Alors moi, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'était principalement mon expérience en tant que formateur de facilitatrice et facilitateur, et donc de dire un petit peu ce que j'ai pu expérimenter au fil des années et de le partager avec vous. Alors, dans un premier temps, évidemment, comme je rappelle juste que, moi, je me suis intéressé, aux questions de sexisme, d'abord par mon vécu, d'avoir, subi de l'homophobie, et donc à un moment donné, par ce biais-là, je suis arrivé sur les questions, de sexisme et de misogynie progressivement, en m'acculturant, j'ai, décidé de, pouvoir faire la fresque de la diversité. Il y a plusieurs, représentants, représentantes, fresqueurs, fresquereuses, en l'occurrence là dans les personnes qui participent, donc merci à vous d'être là. Et donc, pour vous dire ce que j'ai testé, je vais vous donner quelques exemples comme ça, dans mes différentes facilitations. Je démarre par exemple, lorsque je rencontre un collectif, avec un texte de bienvenue. Un texte de bienvenue, je vais vous donner quelques exemples de ce que je dis dans ce texte, et dans le partage du support, il y aura un lien où vous pouvez retrouver ce texte et une vidéo, une courte vidéo dans laquelle je le présente. Mais en l'occurrence, dans ce texte-là, je peux dire quelque chose du style, «Bienvenue si c'est votre première formation de ce type» ou «Bienvenue si vous avez déjà été au contact de la facilitation d'intelligence collective auparavant. Bienvenue si vous êtes une femme, un homme, ou bienvenue si vous ne vous désignez pas à travers ces catégories de genre. Bienvenue, aussi, je prends un autre exemple, aux personnes qui sont 100 enthousiastes et heureuses d'être là, et bienvenue si une partie d'entre vous aimerait être ailleurs». En fait, tout ça, ça permet à un moment donné de pouvoir marquer dès le démarrage d'un temps collectif le fait qu'il y ait de la diversité, qu'on ne se retrouve pas dans un monde normé où les projections que nous allons avoir sur les autres vont être normées. Pour moi, ça a été un texte qui a été extrêmement important, parce que la première fois que je l'ai écouté, d'abord, j'ai eu les larmes aux yeux tellement j'ai été touché par ce texte-là, en me disant: «Si on me l'avait, lu un mois dans une formation, qu'est-ce que ça m'aurait fait?» Et ben, ça m'a énormément ému, et je me rends compte que à chaque fois que je le lis au début d'une formation ou d'une facilitation où je pense que c'est approprié de lire ce texte, dans ce cas-là, il y a obligatoirement à la pause des personnes qui vont venir vers moi et qui vont me dire: «Waouh, ça m'a mais tellement, impacté en fait d'entendre». C'est une manière de se sentir vu, tout simplement, sans avoir besoin de décliner son identité, et je trouve ça super qu'on l'ait fait, en début de ce webinaire, hein, avec le point de vue situé. Il y a plein de personnes pour qui le point de vue situé ne veut pas dire grand-chose, et donc du coup, au moins que ces personnes puissent se retrouver, et se sentir vues à travers un texte. Hem, Ensuite, je suis moi, à favoriser énormément le vocabulaire inclusif dans les espaces collectifs que je facilite, et à inviter les personnes, quand je les entends utiliser du masculin neutre, à utiliser un vocabulaire inclusif. Lorsque, je me retrouve avec, un public qui est majoritairement féminin, je vais même proposer, d'avoir du féminin neutre, et donc, tout ça, en fait, pour moi, ce sont des expériences qui sont hyper intéressantes. La plupart du temps, j'avoue que j'emmène les hommes présents dans cette expérimentation-là sans trop leur demander leur avis, parce que, je sais que sinon on va partir sur un débat et ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'ils puissent vivre ce que ça veut dire d'être à un moment donné invisibilisé dans le langage. Et donc ça, c'est très, très, très intéressant de ce que ça peut, provoquer, et on s'en reparle souvent, à la pause, et les personnes ensuite se disent: «Ah oui, ah OK, c'est ça que ça veut dire être invisibilisé. OK». Et j'ai eu la plupart du temps, des réactions qui étaient très positives, beaucoup plus rarement des personnes qui s'étaient bloquées à travers ça. Voilà. Hem, J'avais aussi envie de vous parler du respect de la diversité des points de vue. Pour moi, c'est un point qui est extrêmement important, que l'on va retrouver dans la bulle de confort, le cadre, le fonctionnement du collectif. Mais pour moi, c'est aussi un espace d'acculturation,
à quelque chose qui n'est pas normatif et majoritaire et de se dire: «Ah tiens, peut-être que dans la soupe, il y a quelqu'un qui va avoir envie de mettre un ananas», puisque c'est la métaphore que moi j'utilise dans ce cas-là, et de pas être à dire: «Non, tes idées ne nous intéressent pas, est-ce que tu peux, s'il te plaît, reprendre ton ananas et te taire?» Et donc l'idée là, c'est, encore une fois, de pouvoir acculturer, à sortir d'une forme de binarité, à comprendre que nous sommes dans des espaces de spectre et d'accueillir les personnes là où il ou elle se situe sur le spectre. Bien évidemment, dans tout ce qui est intelligence collective, on parle de la notion d'équivalence. C'est un concept, cela n'existe pas à proprement parler, mais on essaie de s'en rapprocher quand on fait de la facilitation. Et l'idée du coup, lorsqu'on parle d'équivalence, c'est de pouvoir aussi, challenger, et il y a des choses qui ont été dites bien évidemment par Johan et Tina tout à l'heure, mais de challenger les asymétries auxquelles nous nous sommes habitués. Notamment que dans un groupe, les hommes vont prendre davantage la parole, qu'ils vont davantage interrompre les femmes, etc. On s'est habitué à ces formes d'asymétrie et l'idée, c'est de les challenger à travers ce concept d'équivalence. Moi, j'en profite souvent pour faire le lien ou de faire des parallèles et de dire, tiens, mais si on faisait, si on reproduisait cette situation-là avec des personnes blanches et des personnes noires. Si on reproduisait cela avec des personnes LGBT et des personnes hétéros, etc. Enfin, l'idée, c'est de pouvoir à un moment donné faire comprendre que les asymétries sont très très fortes dans un collectif et est-ce qu'on peut les nommer à un moment donné. Ça peut être aussi sur des choses un petit peu plus soft à nommer du style ben, regardez un peu la différenciation qui se fait entre senior, junior, expert, novice. Et là, l'équivalence, elle est très, très, très rare, en fait, lorsque l'on a ces différentes typologies. Ben, est-ce qu'on peut aussi le voir sur les questions de genre et sur d'autres questions ayant trait aux minorités? Est-ce que tu peux, Johan? Merci. Alors, une chose qui pour moi est aussi extrêmement importante, c'est de pouvoir refuser certains mots. Des mots qui sont de l'ordre du sexisme ordinaire, feignasse, blonde, qui sont évidemment au féminin, même si c'est adressé à un homme. Des mots du type PD, enculé et autres, que moi j'ai pu entendre dans des formations. Et donc, ou dans des facilitations. Et donc, je vous donne un exemple. J'ai fait il y a 2 ans une formation où des personnes étaient vraiment très agréables à parler, y compris à un moment donné, il y avait des personnes qui s'étaient un peu spécialisées dans l'entreprise sur les questions de genre. Ces échanges-là étaient tout à fait normaux et tout à coup, il y a une personne, un homme en l'occurrence, qui dit en parlant d'une autre personne qui n'était pas dans la pièce: «Ah oui, l'autre PD, machin et cetera», et il le disait avec un grand sourire et tout le monde s'est esclaffé autour. Et donc là, tout de suite, j'ai arrêté et j'ai dit: «Attends, on va juste s'arrêter sur ce mot-là, parce que ce mot-là, c'est une insulte homophobe». Et là, tout de suite, waouh, la réaction du groupe a été: «Waouh, mais attends, là, c'est complètement disproportionné ce que tu dis par rapport à ce que nous avons vécu nous». Et je dis: «Oui, parce que vous, en fait, vous avez suivi une forme de banalisation de ce mot-là, parce que vous n'avez jamais été concerné par ce mot-là». Moi, à chaque fois que j'entends ce mot-là, cela me ramène à mon enfance, à mon adolescence, lorsque ce mot-là était utilisé pour m'insulter. Il y a des moments où j'étais en plus poussé, chahuté, et cetera, exclu. Et donc, ce mot-là n'a évidemment pas le même impact sur moi que sur vous. Mais là, moi, je vous arrête parce que je suis en posture de pouvoir vous arrêter, mais imaginez des personnes qui vivent la même chose que moi et qui n'ont pas cette possibilité-là, ou qui n'ont pas envie de nommer leur homosexualité, etc. Et donc je dis, ces choses-là, c'est très, très, très important de faire attention à ça. Hem, J'utilise aussi beaucoup les temps de pause pour faire de la pédagogie, parce que, c'est vrai que ces sujets me passionnent et puis quand je vois qu'il y a des gens qui pétillent un peu là-dessus, et ben, tout de suite on va aller en parler et les gens qui sont à côté à la pause vont souvent venir, se dire: «Tiens, de quoi on parle? Mais c'est quoi ce sujet?» Donc moi j'utilise beaucoup, Gender Bread Person, donc qui permet de faire la différenciation entre, sexe biologique, orientation sexuelle, identité de genre et expression de genre. Et puis, je parle aussi de la roue des privilèges.
Je les ai toujours sur moi, ce qui fait que si à un moment donné, ils comprennent pas de quoi je parle, hop, je sors ma feuille, je dis: «Tiens, mais regarde, voilà comment ça se passe» et cetera et de revenir sur cette notion de spectre. Hem, avant de passer à l'anecdote que j'avais envie de partager avec vous, j'ai envie de vous dire aussi qu'on peut utiliser souvent dans la facilitation, on va utiliser un rôle qui va être le rôle méta, qui va être donné à un membre du groupe ou qui va être utilisé, par, un cofacilitateur, une cofacilitatrice. Eh bien, ce rôle méta, il peut aussi être appliqué aux questions de genre, hein. Et ça, c'est quand même très important, de pouvoir, lorsque l'on désigne la personne qui va être méta, généralement, moi, ce que je fais, c'est, «Tiens, qu'est-ce que vous voyez, vous, dans la méta?» Il y a quelques idées qui fusent et puis moi, je dis généralement: «Tiens, mais on pourrait aussi ajouter, un regard méta sur la répartition des temps de parole, le poids, de la parole de certaines personnes, les interruptions et cetera». Enfin, tout ça, ça peut être quelque chose qu'on peut rajouter. Hem, L'anecdote, il se trouve qu'il y a quelques années, je suis allé faire une fresque de la diversité dans une école, de business, et j'étais en jupe et j'avais, quelques ongles qui étaient vernis et j'ai voulu en fait comme ça tester qu'est-ce que ça pouvait faire dans cet environnement-là, avec des personnes qui sont quand même génération, Z donc qui de mon point de vue, pouvait être relativement ouverte, à voir un homme en jupe et avec les ongles vernis et en l'occurrence, j'ai eu des regards extrêmement conservateurs, des chuchotements, des petits rires, des trucs et cetera, quand, je passais dans les couloirs ou dans la cour et donc c'était très intéressant pour moi de vivre cette situation-là et de me dire: «Waouh, en fait, ça n'a» d'abord, c'est évidemment pas générationnel, il y a les générations nouvelles ne sont pas forcément, hem, hem elles peuvent avoir connaissance de certains sujets, mais pas forcément avoir un regard positif dessus. Et donc, c'est intéressant de pouvoir aussi, challenger sa propre perception. Moi, souvent, quand je suis avec un groupe plus jeune, j'assume que ces personnes-là, vont aller plutôt dans une certaine direction et ce n'est qu'une projection personnelle et je voulais juste la nommer pour être vigilant. J'ai parlé.